Jaula Libre, le média indépendant du pays Nissar. Alors pour commencer, je vous propose de rentrer de plein pied dans cette préhistoire. Donc je rappellerai que ce qu'on appelle d'une manière générale la préhistoire, donc c'est la période qui précède l'histoire. On considère qu'on rentre dans l'histoire à partir du moment où on invente donc l'écriture. Voilà. Ce qui fait qu'on a une entrée dans l'histoire qui se fait de façon différentielle en fonction des lieux dans lesquels, sur lesquels on se penche. C'est vrai que dans la Méditerranée, l'entrée dans l'histoire est plutôt relativement précoce. Elle est encore plus précoce, par exemple, au Proche-Orient, où on rentre dans l'histoire, en Mésopotamie, par exemple, en Égypte, au 4e, au 3e millénaire, on va dire, avant Jésus-Christ. En Méditerranée, ce sera plutôt au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Alors la préhistoire, c'est très large, et on distingue la préhistoire et la proto-histoire. Alors, quand on parle vraiment de la préhistoire, on entend, et j'entends dans mon développement, ce qu'on appelle le paléolithique. Donc le paléolithique, c'est-à-dire paléolithique, la pierre ancienne, mais ce sont des vieilles typologies qui ont été dressées par les savants du 19e siècle à partir de l'examen de l'outillage lithique, autrement dit de l'outillage en pierre, qui n'ont plus véritablement cours aujourd'hui. On va dire la période des chasseurs-cueilleurs. Le paléolithique, c'est l'époque où l'humanité qui évolue. Alors il y a des théories qui sont différentes, aujourd'hui tout est remis en cause, l'origine africaine de l'homo sapiens, enfin les différentes espèces qui se seraient succédées comme ça de façon très, on va dire, très linéaire, Homo australopithèque, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, etc. Bon, tout ça est totalement remis en cause. On a une multiplicité d'espèces humaines différentes et qui ont sans doute, à l'image du Néandertalien et de l'Homo sapiens, cohabité ensemble, voire peut-être, à l'image du sapiens et du Néandertalien, se sont métissés. Donc la question est sans doute, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, elles sont trop périphériques, mais la question est sans doute beaucoup plus complexe que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette période du paléolithique, ce qui caractérise l'humanité, c'est son mode de vie, à la fois nomade, et son mode de vie de collecte, de prélèvement dans la nature, autrement dit, le chasseur-cueilleur. Alors le chasseur-cueilleur dans notre région, eh bien le chasseur-cueilleur, le passage du chasseur-cueilleur est on va dire attesté par un certain nombre de sites, et qui sont des sites d'une importance majeure, une importance épistémologique majeure pour l'étude globale de la préhistoire. Alors sur le site de Terra Amata, le premier site préhistorique d'importance dans la région, donc site bien connu donc des Niçois, avec un musée donc qui vient de réouvrir, qui vient d'être réagencé, donc je vous encourage à le visiter, surtout pour les auditeurs qui ont des enfants. Les enfants sont fascinés par la préhistoire. Alors c'est aussi une importance majeure, parce qu'il présente un campement de chasseurs-cueilleurs sur une plage. On est en littoral. Alors aujourd'hui on n'est pas au bord de la mer, mais vous savez qu'il y a eu des variations importantes en fonction des glaciations, notamment du niveau de la mer. Donc aujourd'hui on est clairement à l'intérieur, et même c'est relativement élevé. À l'époque on était sur la plage, même si c'est compliqué d'imaginer. Donc un campement de chasseurs-cueilleurs sur une plage avec des galets. Donc une industrie lithique, des galets taillés, d'une facture particulière, certains sont surnommés d'ailleurs pics de Terra Amata, donc des galets aménagés avec du tranchant, et quelque chose d'assez important qui est un foyer, donc il y avait du feu à cet endroit-là. La datation, on est aux alentours, même si on verra après, ça fait polémique, de 380 000 avant Jésus-Christ, donc ça veut dire que par rapport aux sites, à d'autres sites préhistoriques que vous connaissez peut-être mieux, comme par exemple les grottes qu'on va trouver en Dordogne, on est sur Lascaux par exemple, on est plus de 300 000 ans avant Lascaux, donc c'est quand même très très ancien. On est sur une période que les spécialistes appellent l'Aqueléen ancien, car les périodes sont, le paléolithique est lui-même subdivisé en un certain nombre de périodes en fonction de l'industrie lithique qu'il présente. Et on est sur un campement qui a été aménagé par des Homo erectus. Alors, justement, ce qui est véritablement la spécificité de ce site et qui le rend particulièrement fascinant, c'est justement la présence d'un foyer. Alors, c'est pas le foyer le plus, on peut pas dire que les Niçois ont inventé le feu non plus, voilà.
mais on est là sur parmi les plus anciennes traces de l'utilisation domestique, donc la domestication du feu. Alors bien évidemment, on a un matériel, comme sur tous les sites paléolithiques, qui est très ténu. Forcément, on peut émettre beaucoup d'hypothèses. Alors ça fait la joie, bien sûr, des préhistoriens et des proto-historiens. Alors après, il ne faut pas essayer de faire en sorte de mettre des hypothèses qui tiennent la route, qui soient vérifiables. On ne peut pas non plus raconter n'importe quoi, mais on peut raconter beaucoup de choses. Forcément, ces hypothèses sont sans cesse remises en question par d'autres hypothèses, par de nouveaux documents qui sont exhumés, et par aussi le progrès technologique, je dirais, puisqu'aujourd'hui, c'est de la technologie, c'est vraiment de la science dure, de la science de la chimie, de la physique, notamment la question de la datation. Parce que s'il y a deux grandes polémiques sur le site de Terra Amata, la première polémique concerne la datation du site. Alors, je vous ai parlé de 380 000, c'est la datation qui est la plus communément admise. Les techniques de datation se sont affinées, donc on a recours à des techniques extrêmement pointues, extrêmement fines, du spin électronique, par rapport au quartz. On a recours à des techniques plus anciennes de thermoluminescence, de silex brûlé, qui sont des techniques donc physiques, de datation absolue. Puis on a aussi des techniques de datation relative avec l'industrie lithique, qui est répertoriée par rapport à la datation qu'on a pu faire sur d'autres sites, et par rapport aussi à la biostratigraphie, autrement dit à l'étude des espèces animales, puisqu'on a les restes des animaux qui étaient consommés. Donc sur le site de Terra Amata, où ces chasseurs-cueilleurs avaient établi leur campement. Alors là, quand on regarde un petit peu les nouvelles datations, les polémiques actuelles, c'est donc une variation assez considérable en termes d'amplitude chronologique, puisqu'on a une datation haute, mais qui fait quand même plutôt encore aujourd'hui autorité, une datation haute de 380 000 avant Jésus-Christ, donc qui fait quand même toujours autorité aujourd'hui. Et puis on a une datation, une hypothèse la plus basse, qui est à 214 000 avant Jésus-Christ, donc entre 380 000 et 214 000, ça fait une différence qui est colossale, on a presque 200 000 ans de différence. Donc, pour vous dire à quel point les choses ne sont pas figées en archéologie préhistorique. Alors bien évidemment, on aimerait tous pouvoir dire que Terra Amata remonte le plus haut possible dans les âges, parce que ça donne effectivement une importance épistémologique à ce site, tout à fait particulière, mais de toute manière, les spécificités de ce site, notamment le foyer, fait de toute manière de Terra Amata un site tout à fait particulier et bien connu des préhistoriens. L'hypothèse la plus probable demeure quand même, malgré tout à l'heure actuelle, l'hypothèse haute. Il faut savoir que globalement, certaines de ces dates sur le site de Terra Amata, 380 000 par exemple, sont données de toute manière par les préhistoriens avec une fourchette d'incertitude qui peut aller jusqu'à 80 000 ans. De toute manière. Donc de toute manière, on est quand même sur des choses qui sont très incertaines. La deuxième polémique, c'est de savoir s'il y a eu ou pas, comme on l'a souvent présenté jusqu'à présent, une hutte, c'est-à-dire un abri permanent, une hutte de branchage sur cette plage. La configuration du site l'a longtemps laissé à penser. Aujourd'hui, les spécialistes ne sont plus en accord sur cette question-là. Donc c'est une question qui est aujourd'hui en suspens sur la nature même de cet abri. Alors est-ce que c'était juste un lieu comme ça qui était lieu de passage, qui était fréquenté comme ça, de temps en temps on consommait des animaux qu'on avait chassés, on allumait un foyer, ou est-ce qu'il y avait véritablement une forme de sédentarisation passagère, puisqu'on est sur des chasseurs-cueilleurs par essence nomades, mais qui étaient capables, en saisonnalité ou sur plusieurs saisons, de se fixer à quelques endroits particuliers. Donc voilà, beaucoup de questions qui restent en suspens donc sur ce site de Terra Amata tout à fait exceptionnel. Autre site exceptionnel, c'est la grotte du Lazaret. Et ce qui est intéressant, c'est que la grotte du Lazaret est voisine, on a peut-être 100 ou 200 mètres à vol d'oiseau, il faudra vérifier, entre les deux sites. Donc la grotte du Lazaret, contrairement à Terra Amata, c'est pas un abri à ciel ouvert. C'est une grotte, c'est pas une grotte naturelle d'ailleurs, c'est une grotte qui est liée à un effondrement géologique. C'est un site qui n'est pas accessible puisqu'il est toujours, il n'y a pas de musée, c'est toujours en cours de fouille, et ça fait des décennies que c'est en cours de fouille. Donc on descend stratigraphiquement, progressivement, donc on remonte le temps, c'est-à-dire qu'en archéologie, ce qui est bien évidemment le plus récent se trouve au-dessus, ce qui est le plus ancien se trouve en dessous, donc peu à peu, en gagnant, c'est de l'ordre de quelques millimètres, voire 1 centimètre par an, chaque année, ce que l'on dégage. Et ce site qui a la particularité d'avoir été
occupé sans doute sur une très très longue période. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce qu'en soi ça interroge notre vision justement du monde des chasseurs-cueilleurs. Faut pas imaginer les chasseurs-cueilleurs comme étant des gens qui comme ça arrivent à un endroit et puis passent quelques nuits et puis s'en vont. Non, il y a une occupation qui est sans doute saisonnière, il peut y avoir des occupations sur plusieurs années, il peut y avoir des lieux qui sont occupés peut-être par plusieurs tribus, par plusieurs clans sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Comme l'atteste le site du Lazaret, fouillé par l'équipe du professeur Henri de Lumley. On est sur une date plus récente, on est sur du 130 000 à du 170 000 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, je précise avant d'oublier tout de suite que si vous voulez quand même aller voir la grotte du Lazaret, vous pouvez le faire au moment de la journée de la science, où là, il y a en principe, les portes du site sont ouvertes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de voir la grotte, qui est elle-même un objet assez spectaculaire. Et en principe, là aussi pour les enfants, il y a des explications qui sont fournies par notamment les étudiants qui mènent les fouilles. Alors, on est sur un lieu 130 000, 170 000 avant Jésus-Christ, donc c'est une période plus récente, toujours en plein cœur du Paléolithique. Ce sont des Homo erectus là aussi, on n'est plus sur de l'Aqueléen ancien, on est sur de l'Aqueléen moyen. On n'est plus sur du galet aménagé, on est sur une industrie lithique un petit peu plus sophistiquée, sur du biface, c'est-à-dire sur des objets qui sont non pas avec des éclats sur un côté, mais qui sont entièrement façonnés, c'est-à-dire l'objet en entier est façonné. On a une très forte probabilité, mais là encore il n'y a pas de preuve absolue, de cabane. Donc sur un site qui a été véritablement occupé dans la durée, avec énormément de restes animaux innombrables. Donc on est très bien renseigné sur la faune de cette époque-là et sur la faune qui était consommée par les chasseurs-cueilleurs de l'époque. Alors justement, sur une infographie, il est possible donc de voir que on a beaucoup d'espèces de grands mammifères qui vivaient dans la région et qui étaient consommés dans la région. Le cerf était l'animal et de loin le plus consommé dans la région, le cerf, et le bouquetin semblait être un peu à la base de l'alimentation des chasseurs du Lazaret. Et puis après on va trouver d'autres espèces mais beaucoup plus marginales, comme le chamois, le mégacéros qui était une sorte de cerf préhistorique gigantesque, des aurochs également, et un éléphant antique, éléphant ancien, et le rhinocéros laineux, mais qui compte pour ces dernières espèces mammifères pour un tout petit pourcentage de l'ensemble des espèces qui étaient consommées, ce sont des mangeurs de cerfs. Les gens du Lazaret étaient des mangeurs de cerfs et dans une moindre mesure des mangeurs de bouquetins. Alors la documentation est colossale, ce qui explique aussi la lenteur des fouilles, c'est parce qu'on trouve énormément de choses. On en est à 100 000 outils répertoriés sur la grotte du Lazaret, donc c'est un puissant fond. C'est une descente vers le passé qui se fait à toute petite vitesse parce que déjà le site à lui-même, la grotte est très grande, et puis on trouve énormément de choses. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on trouve un objet, eh bien il faut le répertorier, l'archiver, il faut des stratigraphiques à mener, le repérer et l'archiver dans l'espace. Et on a quelques restes humains, alors beaucoup moins nombreux bien sûr. On a 24 restes humains, mais c'est toujours un grand événement, comme ça a eu lieu encore il y a quelques années, où on avait trouvé une partie d'un crâne, c'est pas rien, d'un des anciens occupants du Lazaret. Donc la grotte du Lazaret qui témoigne de l'activité donc de ces chasseurs-cueilleurs, cette fois-ci aux alentours de 130 000, 170 000 ans avant Jésus-Christ dans notre région. Alors le troisième site préhistorique intéressant dont on pourrait parler ce soir, c'est les grottes de Grimaldi, sur la frontière donc véritablement entre la France et l'Italie aujourd'hui. Alors là on remonte encore dans le temps, plus près de nous, on est sur une période archéologique qui s'appelle le Moustérien, sur de l'Homo sapiens. On est entre 90 000 et 37 000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que on va commencer à approcher de l'époque qui est un petit peu plus connue et mieux documentée du grand public, qui est celle des peintures rupestres, telles qu'on les connaît par exemple à Lascaux, mais on n'y est pas encore, on est juste avant.
Ce qui est intéressant, alors là c'est essentiellement, on a de la documentation sous forme d'une industrie lithique qui est assez abondante là aussi sur ce site. Et ce qui est intéressant, ce qui peut retenir l'attention, c'est le fait qu'on a un approvisionnement qui est bien répertorié, un approvisionnement régional en matériaux lithiques. Donc notamment on a des pierres de provenance de l'Estérel, qui sont taillées bien sûr, avec une belle industrie lithique, des bifaces, de Castellane et de Monte di Lima, qui c'est un site qui se trouve au nord de Chiavari, c'est-à-dire tout près de Gênes, d'accord. Donc en fait, de l'Estérel à la région de Gênes, de la Ligurie donc à la Provence, on a vraiment des témoignages, du matériel, hein, de pierres qui sont ensuite taillées, qui montrent véritablement qu'on est déjà à une époque entre 90 000 donc, et 37 000 avant Jésus-Christ où voilà, il y a des échanges quand même, hein, donc alors on se déplace, on va chercher, ou alors on fait venir, en tout cas il y a une circulation de ces matériaux, et ce qui montre donc véritablement qu'on avait quand même des communications à l'époque, les gens se déplaçaient beaucoup. Alors on le sait, ce sont des chasseurs-cueilleurs, mais bon, globalement, sur une vraie amplitude régionale qui ignore bien sûr les frontières d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, sur ces trois sites, pour synthétiser un petit peu tout ça, donc on a une préhistoire paléolithique très riche dans notre région, car peu de régions peuvent en espace aussi réduit, à part bien sûr, hein, peut-être le sud-ouest, en France par exemple, se targuer d'avoir des sites aussi importants. Donc on a Terra Amata, donc qui est un site qui est tout à fait remarquable à la fois par son ancienneté et par l'ancienneté de son foyer. On a donc la grotte du Lazaret qui se caractérise par l'extraordinaire densité de documentation qu'on y retrouve avec son occupation sur une très longue période. Et enfin cette grotte de Grimaldi qui témoigne de ses provenances diverses du matériau lithique, de l'industrie lithique locale, qui montre véritablement qu'il y avait des déplacements importants dans la région. Donc trois sites qui chacun nous livrent une partie, hein, du mystère de la vie de nos plus anciens ancêtres. Et puis arrive la révolution, le grand soir de l'homme. Et le grand soir de l'homme, c'est le néolithique. Le passage tout à fait surprenant, voire quasiment incompréhensible, de l'état de chasseur-cueilleur, où l'homme prélève sa subsistance dans l'environnement, à l'état sédentaire, où l'homme exploite son environnement grâce à l'élevage et à l'agriculture. Alors ce passage, cette transition, on le sait tous, elle ne se fait pas dans notre région. Cette transition, elle se fait au Moyen-Orient, dans ce qu'on a appelé le croissant fertile, donc quelque part entre les vallées du Tigre et de l'Euphrate, essentiellement en haute Mésopotamie, au Levant, aujourd'hui en Israël ou en Palestine, et dans le sud de la Turquie. C'est là où, pour une raison qui demeure encore mystérieuse, même si on en sait un peu plus aujourd'hui là-dessus, les hypothèses ont beaucoup varié d'ailleurs, eh bien l'homme va abandonner ce statut d'une espèce animale, au fond comme une autre, qui prélève sa subsistance dans la nature, pour devenir véritablement maître de la nature, domestiquer la nature, l'exploiter. On sait aujourd'hui, les théories convergent là-dessus, on a suffisamment de sites, notamment en Turquie, qui sont parlants de ce point de vue, que ce passage, il se fait grâce à des changements religieux. Alors j'insiste là-dessus justement parce que un des sites importants chez nous, bien sûr, c'est la Vallée des Merveilles. Et à la Vallée des Merveilles, tout est religion. On a longtemps fait l'hypothèse que l'homme s'était adapté à des changements environnementaux, la fin de la glaciation, réchauffement climatique, etc. Et donc il était devenu comme ça par nécessité sédentaire, éleveur, agriculteur, etc. Non. Déjà on pense que la richesse religieuse et spirituelle de l'homme, de l'homo sapiens, elle est sans doute très ancienne. On a des œuvres d'art paléolithiques, hein, les grottes gravées et peintes. On a de la sculpture paléolithique, on a de l'inhumation paléolithique, donc on a tout un univers spirituel qui préexiste au passage du néolithique. Et clairement, on a un univers spirituel, notamment au Moyen-Orient et en Méditerranée, nouveau qui se met en place aux alentours de 10 000, 8 000 avant Jésus-Christ.
Et ce sont ces changements idéologiques et religieux qui vont conduire justement à l'adoption de nouvelles formes de subsistance qui, sans doute à l'époque, étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus risquées et peut-être avec, on peut même l'envisager aujourd'hui, une véritable baisse de l'espérance de vie. Faut pas imaginer que être sédentaire, être éleveur et agriculteur dans la préhistoire a pu apparaître forcément sur le moment comme un véritable progrès. C'est un changement de mode de vie qui expose l'homme à de forts risques de pénurie, qui l'expose davantage aux catastrophes naturelles, la perte des récoltes, etc. Donc il y a tout un changement spirituel qui voit le jour, et de spiritualité il en est question dans ce nouveau monde du néolithique, et notamment à la fin du néolithique, dans ce qu'on appelle la proto-histoire justement. Alors la proto-histoire c'est quoi? C'est en quelque sorte le tampon entre l'histoire et la préhistoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore inventé l'écriture, donc on ne peut pas parler véritablement d'histoire. L'écriture, elle est importée dans notre région par les Grecs, puis par les Romains. On n'a pas encore de civilisation structurée avec des États, avec une monumentalisation du pouvoir, avec une accumulation de surplus qui permettent de constituer de véritables civilisations qui vont justifier assez vite le passage à l'écriture. Mais en même temps, on n'est plus sur du campement, de la grotte, on est sur du village, on est sur de l'agriculture, on est sur assez vite également de l'industrie métallique avec de la métallurgie, on est sur des métaux qui circulent, l'âge du bronze par exemple, et donc on a inventé ce terme de proto-histoire qui fait la transition entre la préhistoire et l'histoire. Alors justement, quand est-ce que l'agriculture et l'élevage voient le jour dans notre région? Ils sont documentés dans dans les Alpes du Sud, on va dire, dans l'arc alpin, le sud de l'arc alpin, de la Provence à la Ligurie, plutôt vers le 6e millénaire, 6e, 5e millénaire avant Jésus-Christ, autrement dit aux alentours de 6000 avant Jésus-Christ. Où là on peut dire sans se tromper qu'on est sur de l'agriculture et de l'élevage dans notre région, avec sans doute des circulations métalliques. On a une circulation des métaux, on a une circulation d'une autre denrée qui est extrêmement fondamentale, qui est le sel. On sait qu'on a une route du sel qui a joué sans doute un rôle fondamental dans le proto-développement de notre région. La route du sel, c'est le col des Fenêtres, hein, qui sera, je le disais en préambule de l'ensemble de ces cours, encore l'axe de circulation majeur jusqu'au Premier Empire, vers l'Italie, car le sel, n'oublions pas, est une donnée fondamentale de l'existence des communautés sédentaires. Parce que le sel est indispensable pour l'élevage, pour l'alimentation des troupeaux, pour la confection des fromages. Si on élève, c'est pas seulement pour le lait, hein, c'est aussi pour le fromage, qui est la façon de conserver le lait. Quand même, on fait du fromage pour conserver le lait. Sans sel, pas de fromage. Et même pour l'agriculture, sans sel, il n'y a pas d'oléiculture, il n'y a pas d'olive. Donc, et le sel est fondamental pour la conservation des aliments, la conservation des viandes. Et donc, ensuite, plus tard, pour la navigation, parce que si on ne peut pas saler les viandes, on ne peut pas naviguer, donc on ne peut pas conserver de provisions à bord. Donc, le sel, c'est ce qui enclenche tout. Or, on sait qu'on a, nous, cette route du sel, du sel des Alpes. Et donc on est sur une région qui est privilégiée de ce point de vue-là. Je rappellerai juste aussi en petite parenthèse que une ville aussi importante que Rome doit son existence au fait qu'il y avait à l'embouchure du Tibre des marais salants. Rome est une ville qui est née tout simplement du sel. D'ailleurs, les latins l'avaient bien compris, puisqu'ils considéraient que avoir du sel, c'était une rémunération. On appelle même ça le salaire. Voilà. Donc, route du sel du Mercantour, gisement de cuivre, on a gisement de cuivre dans le coin, à Saint-Véran notamment, dans les Hautes-Alpes, et on a des premières traces de déposition collective, donc de sépultures, alors dans des grottes, comme par exemple la grotte du Clos à Roquefort-les-Pins. On a des sites comme ça néolithiques, Cocade, Cimier. On a également de la poterie,
hein, de la poterie donc néolithique, hein, de la céramique grossière, hein, on n'est pas encore dans la céramique grecque, ou la céramique étrusque, la céramique romaine, donc on a daté donc de cette époque du néolithique sur un certain nombre de sites régionaux qui montrent effectivement une occupation, hein, de la Provence à l'arc ligure tout à fait intéressante, avec circulation du sel, circulation des métaux, notamment du cuivre, et des échanges, puisqu'on a des exemplaires de poterie qui témoignent effectivement de diffusion de modèles. Alors des échanges sous quelle forme? On ne sait pas, il y a sans doute des routes à l'époque. Il faut s'habituer à l'idée que à l'âge du bronze, par exemple, aux alentours de 3000, 2000 avant Jésus-Christ, on est des routes que l'on n'a pas conservées, bien sûr, parce que oui, c'est très ancien, et puis ces routes ont sans doute, et ça on peut en faire l'hypothèse assez sûrement, ensuite été réaménagées aux époques ultérieures, par exemple par les Romains, qui étaient de grands bâtisseurs de routes, hein, donc on peut très bien avoir des routes qui ont préexisté. Il semble assez naturel qu'on ait une route assez vite au bord de mer. Il faut bien penser que les métaux, ça se transforme, on ne transporte pas des métaux dans les poches, hein. Donc il faut des chariots, il faut des routes. Alors ça peut se transporter aussi par la mer, bien sûr. Donc il faut imaginer, alors les formes nous échappent archéologiquement, mais il faut quand même imaginer un monde de circulation. Et qui dit circulation de métaux, circulation de sel, circulation de poterie, dit aussi circulation d'idées, de concepts religieux, et constitution véritablement des prémices intellectuelles, en tout cas d'une civilisation. Alors le site le plus connu, hein, de cette période de la proto-histoire chez nous, mais qui est un site qui est connu dans toute l'Europe en fait, hein, et dans le monde entier, c'est bien sûr la Vallée des Merveilles. Alors la Vallée des Merveilles, rien que le nom bien sûr, quel formidable coup marketing que d'avoir appelé ça au fond, mais c'est pas un coup marketing, on le sait, c'est le nom qu'on y a toujours donné, de Vallée des Merveilles. Alors, je renverrai à la dernière publication de l'équipe de Lumley, hein, La montagne sacrée du Mont Bégaud, publiée aux éditions du CNRS en 2011. Alors bien évidemment, c'est exactement le type de site fascinant parce que abondante documentation, pas d'écriture, donc ouverture à l'hypothèse est absolue. Du coup, on a effectivement beaucoup d'hypothèses qui sont émises et qui ont été émises pour rendre compte de la signification de cet espace. Alors la Vallée des Merveilles, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes donc dans le Mercantour, avec un espace qui est un grand espace circulaire, très encaissé, autour du Mont Bégaud, hein, globalement, où on a là des lacs, et on peut passer par un certain nombre de pas, hein, de petits cols. On peut cheminer tout autour du Mont Bégaud. Alors Mont Bégaud a une importance caractéristique, c'est pas le plus haut sommet donc du Mercantour, vous savez bien que c'est le Mont Gelas, ça vous apprend rien avec ses 3143 mètres, mais c'est quand même un sommet de 2800 mètres d'altitude, et un sommet avec une forte teneur métallique qui aurait la propriété d'attirer la foudre. Les météorologistes, les météorologues savent par ailleurs que la crête frontière de la Haute-Vésubie, de la Haute-Roya, attire particulièrement, crée un phénomène de microclimat particulier, puisque les orages y sont abondants, puisque la crête est très haute en fait. L'escarpement est assez immédiat. Donc c'est un endroit où il y a de l'orage. Et ça, sans aucun doute, ça joue un rôle fondamental dans les conceptions religieuses, hein, des hommes de cette époque-là. Ça a frappé, ça a rencontré des conceptions religieuses qui étaient très ancrées. Sur la datation, on est dans du 3200 à 1700 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans du paléolithique, on se rapproche des époques historiques. Donc c'est un site qui a sans doute été occupé là aussi sur le long terme. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a sans aucun doute une permanence idéologique et religieuse, puisque ce sur quoi tout le monde est à peu près d'accord, c'est que le site de la Vallée des Merveilles, qui est un très grand site, est sans aucun doute un site à vocation religieuse. Alors, ce qui nous fait dire que c'est religieux, c'est deux choses qui sont évidentes. La première chose, ce sont les gravures. Donc on a plus de 40 000 gravures. Donc on ne s'amuse pas à aller faire 40 000 gravures, déjà on ne fait pas 40 000 gravures en quelques années. Donc c'est tout un processus historique sur des siècles. Donc ça a priori témoigne d'un phénomène religieux, une telle constante
dans l'exécution de ces gravures. Et puis d'autre part, on est en haute altitude, on ne vit pas à 2000 mètres d'altitude. Enfin, en tout cas, pas sous nos latitudes. On peut monter les troupeaux à 2000 mètres d'altitude, mais on ne s'installe pas de façon pérenne à 2000 mètres d'altitude. Or, nous sommes dans des civilisations sédentaires. Donc, clairement, on monte à la Vallée des Merveilles, et là, c'est un lieu de culte. Alors après, de quel culte? De quel culte est-ce qu'on parle? Quelle était la nature du culte qui était rendu sur la Vallée des Merveilles? Il faut d'abord bien répertorier, et ça a été fait par les scientifiques, les différents types de gravures. Donc on a un certain nombre de combinaisons de motifs particuliers, que sont les réticulés, c'est-à-dire des motifs sous forme de quadrillage. Donc là, par exemple, on peut voir sur cette illustration, dont la légende est en italien, mais c'est assez explicite, les différents types de représentation donc, du mont Bégo, donc des formes géométriques, dit aussi réticulées. On a des représentations qui font penser à des charrues, qui combinées au réticulé pourraient être des évocations assez évidentes de l'agriculture. On a des figures plus difficiles à interpréter, des figures filiformes. Alors là, est-ce qu'elles sont anthropomorphiques ou pas? On ne sait pas trop. Quelle est la signification de ces formes filiformes? Ça, on ne sait pas. On a les signes, mais on n'a pas la grammaire, bien sûr. On a des poignards. Clairement, on a beaucoup de poignards. Des armes, qui pourraient être des haches. Certaines, on hésite si ce sont des haches ou des socs de charrue, enfin bon, des poignards, clairement, le poignard est très très bien répertorié. Et puis on a ce qu'on appelle des cornus ou des corniformes, c'est-à-dire des animaux, l'évocation de taureaux. Et certains de ces cornus sont associés de façon tout à fait claire et explicite, et vous le voyez sur cette illustration, sont associés à des socs de charrue. Donc on a clairement l'évocation à la fois de l'élevage, hein, puisque ce sont des animaux qui sont attelés, et de l'agriculture avec la charrue et les bœufs attelés à la charrue. Et puis on a des corniformes, des animaux cornus, tout seuls. Hein. Donc des poignards, des cornus, des réticulés qui peuvent évoquer les champs, des formes de charrue, des formes beaucoup plus difficiles à interpréter, filiformes, et puis on a quelques figures anthropomorphiques. Donc figures humaines, dont certaines sont particulièrement spectaculaires. On en a trois qui sont particulièrement spectaculaires. On a celle qu'on a appelée le Christ, et puis on a, comme je le montre ici, la figure dite, bien sûr, c'est parce que ça représente du sorcier. Et donc qui est ce personnage qui a les mains comme ça, levées, avec des poignards, qui ne sont pas dans ses mains, mais qui sont quand même au bout de ses mains. La grande dalle historiée, hein, qui est la dalle du chef de tribu, qui, d'ailleurs pour la petite histoire, vous savez peut-être, in situ ce n'est plus l'original. L'original est au musée des merveilles, alors il faut aller visiter le musée des merveilles, le petit musée des merveilles à Tende, qui est un très joli musée consacré en général à la proto-histoire et en particulier au site de la Vallée des Merveilles. Donc cette dalle avait été endommagée par des touristes qui, pour faire une belle photo, avaient mis de la crème solaire avaient rempli de crème solaire les reliefs. Donc on a décidé à ce moment-là de la restaurer et de remettre en fait une reproduction. D'ailleurs c'est depuis sur le site, c'est depuis ce moment-là d'ailleurs que le site est devenu moins accessible. Alors on peut toujours cheminer, hein, je vous rassure, hein. Donc on peut y aller, il faut s'équiper parce que c'est quand même la montagne. On peut toujours cheminer sur le chemin de grande randonnée. On n'a pas le droit de s'éloigner et d'aller par soi-même examiner les gravures qui sont un petit peu éloignées. On n'a pas le droit de marcher sur les dalles pour ne pas abîmer justement les gravures, donc il faut faire appel à ce moment-là à un guide. Ceci dit, je rassure les amateurs de randonnée et de proto-histoire, ce que l'on voit rien qu'en restant sur le chemin justifie déjà largement le détour et la visite d'un point de vue archéologique. Après, s'il y a possibilité de prendre un accompagnateur en montagne, un guide, et d'aller plus loin pour aller voir d'autres dalles, c'est très bien aussi, mais il ne faut pas le faire soi-même. Il y a une réglementation qui évite aussi les pillages. Hein, parce qu'on a sans doute eu des prélèvements, hein, et on le sait parce qu'on a déjà retrouvé dans des éboulis des morceaux qui ont été arrachés, enfin bon bref. Donc voilà, il y a une réglementation qui a été mise en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces réticulés, ces corniformes, ces poignards, ces charrues, voilà. On
en a émis des hypothèses qui ont été très différentes. Alors, parmi les théories, observatoire astronomique géant, c'est celle qui me convient le moins. Elle a un avantage, c'est que elle colle à d'autres monuments proto-historiques contemporains, la civilisation mégalithique par exemple, on pense à Stonehenge ou à d'autres monuments de ce type. Pour le reste, c'est pas très convaincant localement. La foudre fertilisatrice, là par contre, ça semble quand même difficile on va dire de passer à côté de ça. La foudre fertilisatrice, la foudre c'est l'animal dieu taureau en Méditerranée. Vous savez que le taureau en Méditerranée, joue un rôle fondamental dans beaucoup de civilisations. On pense au Minotaure de la Crète, au taureau, donc c'est la civilisation minoenne. La civilisation minoenne, or que se termine le site de la vallée l'exploitation du site de la vallée des merveilles vers 1700 avant Jésus-Christ, on est à l'apogée quasiment, on va rentrer dans l'apogée de la civilisation minoenne, donc de la civilisation crétoise, où le taureau est une divinité fondamentale. On sait que, la tradition en Espagne, etc., et jusqu'au Moyen-Orient, à Çatalhöyük par exemple en Turquie, vers 8000 avant Jésus-Christ, on a le dieu taureau. Donc le dieu taureau qui serait venu peut-être d'Anatolie, s'il faut en croire une hypothèse qui n'a pas du tout l'assentiment d'ailleurs de tous les chercheurs, de l'archéologue Colin Lenflou, qui seraient d'ailleurs les premiers agriculteurs qui seraient venus d'Anatolie et qui seraient par la même occasion les premiers Indo-Européens. Vous savez, cette famille de peuples qui auraient migré en Europe et en Iran et en Inde et qui auraient été responsables de la diffusion des langues dites indo-européennes. Et qui seraient porteurs d'une symbolique agricole liée au dieu taureau qu'on trouve par exemple donc en Anatolie, en Turquie, donc à Çatalhöyük vers 8000 avant Jésus-Christ, et que l'on va retrouver dans la Crète minoenne, dans la vallée des merveilles, que l'on va retrouver en Espagne, dans la péninsule ibérique où le taureau a toujours joué un rôle tout à fait particulier des Ibères à Pablo Picasso. Et ce dieu taureau, alors le taureau c'est un animal puissant, c'est un principe viril, mâle, avec des cornes qui sont tournées donc vers le ciel, comme une sorte de paratonnerre animal, qui ferait système, foudre fertilisatrice, avec la terre. La terre qui est l'élément fertilisé, autrement dit la déesse terre. Donc le principe masculin, fertilisateur viril, le taureau, et le principe féminin, la terre, fertilisée, de la rencontre des deux naît bien évidemment l'agriculture. Donc on est dans la mise en scène de la symbolique du passage à l'agriculture. On sait que ce passage à l'agriculture a fasciné toutes les cultures. On peut donner quelques exemples. La légende qu'on connaît tous, l'origine de notre civilisation, on va dire judéo-chrétienne, voire même musulmane d'ailleurs, qui est le mythe d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden, qui est véritablement la mise en scène du passage du Jardin d'Éden avec l'arbre du fruit de la connaissance, donc la collecte des fruits dans la nature, tu cultiveras la terre à la sueur de ton front, donc Adam et Ève chassés du paradis, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'était le bon temps, l'époque des chasseurs-cueilleurs, parce qu'on allait simplement prélever dans la nature ce dont on avait besoin pour vivre, puis on s'est collé sur le dos une sacrée responsabilité, on s'est mis à élever des bestioles, à cultiver la terre, on ne pouvait plus bouger, en cas d'épisodes de sécheresse, d'épisodes climatiques, c'était la famine, on mourait en masse, etc. Le passage donc, mais ça avait une signification religieuse, et cette signification religieuse, c'est peut-être aussi cette signification religieuse qui est mise on va dire en scène sur le site impressionnant de la vallée des merveilles, autour de ce mont Bégo, de ce mont qui attire la foudre. Voilà, à Rome aussi, le plus ancien principe divin, c'est Zeus, c'est le dieu de la foudre, le dieu fertilisateur, avec le plus ancien totem latin qui est le totem du pivert, l'animal qui signale l'arrivée de la pluie, donc de la foudre, Picus, et Jupiter étant les plus anciens principes divins des latins. Donc on a là quelque chose qui au fond est assez spectaculaire, parce que 40 000 gravures autour d'une montagne
montagne, c'est pas rien, hein, c'est tout à fait unique dans le monde. Les gravures du Val Camonica en Italie sont beaucoup plus récentes, et en même temps peut-être la mise en scène d'un contexte religieux qui est assez banal, depuis peut-être 8000 avant Jésus-Christ, si on en voit les premières attestations à Çatalhöyük en Turquie, c'est-à-dire la mise en scène de ce nouveau mode de subsistance qui va faire notre civilisation, c'est-à-dire le mode de subsistance agricole, le mode de subsistance de l'élevage, avec voilà, le dieu taureau, la déesse terre, la mise en scène de ce mariage sacré, de cette hiérogamie, de cette union de ces deux principes viril et féminin, qui vont permettre de donner naissance ensuite aux grandes civilisations de l'Antiquité. Et notre région méditerranéenne a été une région qui a vu prospérer des grandes civilisations, puisque nous avons été, sur le comté de Nice, nos ancêtres ont été témoins du passage des Grecs, peut-être aussi des Étrusques, on le dira la prochaine fois, et aussi des Romains. Et on a été aussi une terre de grandes civilisations antiques. Mais ça, nous le verrons lors de la prochaine leçon. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più viei Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo Dio t'enri.